Bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie et bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Une nouvelle émission de rentrée, si j'ose dire, placée sous les auspices en ce 14 septembre d'une nouvelle fête du sport. Ah oui, nous aurons une nouvelle fête du sport, on va vous en parler dans un instant. Mais auparavant déjà, puisque nous sommes sur Courtoisie, que nous sommes courtois, nous remercions tous ceux avec qui nous sommes amenés à travailler, à réaliser ces émissions. En particulier au niveau de la technique, bien évidemment, nous avons... Dois-je l'appeler Nini Vlam, N2E Vlam, ou tout simplement Virginie Nini Vlam, c'est lorsqu'on veut la retrouver sur sa chaîne YouTube, puisque c'est elle qui, dans ses émissions, même si nous avons petit à petit, nous avons une nouvelle façon d'aborder l'actualité, qui nous a composé un certain nombre de musiques, d'inserts musicales, dont nous sommes particulièrement fiers. Donc j'en fais à chaque fois la promotion, je n'hésite pas à le faire. Chers auditeurs, vous avez au standard, si vous le souhaitez, Patrice, fidèle au poste. Ça, c'est une chance, un samedi matin, d'avoir une personne bénévole qui reçoit vos appels téléphoniques. Vous pouvez évidemment, si vous préférez passer par l'Internet, nous envoyer un courriel électronique. Nous n'hésiterons pas, quand les invités arriveront, ou nous-mêmes d'ailleurs, qui animons cette première partie d'émission, de donner droit à vos questions, suggestions, observations, en tout genre, voire même éléments de mauvaise humeur, ça peut arriver parfois. Mais restez courtois avec notre bénévole. Mais on fait avec le bénévole, c'est certain. Et puis nous, on fait le dos rond. Ça arrive. Des fois, même j'en finis par ne plus répondre à certains messages. Mais bon. Bonjour, justement, Lara Stam. Merci de m'assister dans ce libre journal de géopolitique profonde. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Et je lève un petit peu le niveau d'horizon de mon regard. Et je vois Raphaël Beslu qui est présent à distance, toujours bien présent. Il est directeur de la publication de Géopolitique Profonde. On va tout de suite voir, on va tester tout de suite sa connexion Internet qui, à mon avis, est excellente. Bonjour Raphaël. Bonjour Lara, bonjour Nicolas et bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Voilà, merci. Je pense qu'on a fait le tour. On aura à partir de... on va voir, entre 9... Ça va dépendre le temps qu'on va prendre sur cette revue de presse de la fin des temps, qui n'a jamais aussi bien porté son nom, surtout depuis les cérémonies d'ouverture et de clôture des JO. On pourrait parler aussi des Paralympiques, mais c'est vrai qu'ils nous ont spécialement gâtés. Thomas Joly, entre autres, Patrick Boucheron, l'historien du Collège de France, dont nous allons reparler d'ailleurs aujourd'hui, je crois, ma chère Lara. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lance le générique? Présentez quand même un petit peu ce qui va suivre, Nicolas. Alors, on va parler... Juste pour que nos auditeurs aient une idée de la suite. On va parler, j'ai employé un terme anglais, j'en suis désolé, mais il faut l'employer parce que c'est tellement dans le sens de l'Homo Festivus, vous savez, de Philippe Muret. Et c'est le titre de tous les journaux mainstream ce matin, c'est qu'on on veut pas clôturer, on veut pas que la vie reprenne ses droits, comme le dit Emmanuel Macron. On continuer cette parenthèse enchantée. Donc on va s'offrir aujourd'hui, chers Parisiens, chères Parisiennes, pris dans les bouchons, mais c'est pour la bonne cause, vous le savez, un after. After, ça c'est un mot, c'est le mot des fêtards, ça, after. Donc on va parler de l'after de Monsieur Macron et de Madame Macron d'ailleurs aussi, confirmé d'ailleurs par la justice, non pas première dame, ce qui est une ineptie, mais en tout cas en tout cas dame, semble-t-il. Donc on parlera aussi de Thomas Joly qui nous a fait un retour dans l'immonde. Vous allez voir, on va en parler, on va bien rigoler. Après, évidemment, on parlera du commissaire Barnier. Oui. Évidemment, qui est notre nouveau Premier ministre. On aura bientôt un gouvernement. Peut-être aurons-nous la chance la semaine prochaine d'en commenter les nouvelles têtes. J'en ris d'avance.
De quoi va-t-on parler encore? On parlera, après le gouvernement, on parlera un petit peu d'immigration. Tiens, au niveau européen, c'est très intéressant ce qui se passe. Et le grand angle, vous n'avez pas annoncé le pas grand encore. angle. Attendez, vous voulez que j'annonce ce dont on va parler dans cette revue de presse. Donc, il va y avoir l'immigration, et puis on finira sur les États-Unis. Et entre autres sur le débat entre Kamala Harris et Donald Trump, et seulement ensuite dans le grand angle, avec nos invités en particulier Dimitri Tkochko, le capitaine Pierre Passe et Alexandre Artamonov, le journaliste, nous allons évoquer ce qui est très inquiétant actuellement, c'est-à-dire, je pense, un début d'escalade, une montée aux extrêmes. On parlera des frappes en profondeur, de ce que Biden a pu dire, de ce que la Hollande a pu dire sur ce sujet, et les réactions de Vladimir Poutine, qui nous prévoit un automne, à mon avis, assez tendu, chers auditeurs. Mais on commence tout de suite, si vous le voulez bien, la revue de presse. Fête du sport, nous allons parler de cette after, comme vous avez dit. Décrété, définitif. Ça sera définitif, c'est-à-dire... Comme la fête de la musique, c'est ça? Voilà, le 21, sachez que le 21 juin, vous avez, pour le solstice d'été, la fête donc de la musique, et vous aurez le 14 septembre dorénavant chaque année une fête du sport. On est tout près. J'ai même pas vérifié le saint du jour. Tiens, si un auditeur veut bien, je recommenterai peut-être à l'occasion à ce moment-là le saint du jour du 14 septembre. Nous étions vendredi 13 hier. J'en ai parlé dans une matinale. Mais le samedi 14, en tout cas, voilà, on est tout près de l'équinoxe d'automne des mystères d'Éleusis pour tout ce qui est ésotérisme et religion à mystère. Donc c'est un peu ce qu'on a eu pendant justement les cérémonies des JO. Donc on va parler, voilà, le 14 septembre, ma chère Lara, mon cher Raphaël qui pourra commenter aussi, Macron a décrété une fête du sport. Alors il a fait un long entretien où il explique... Alors déjà il donne raison, entièrement raison, tenez-vous bien, à Anne Hidalgo. Anne Hidalgo a eu raison de vouloir maintenir les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel. Contre l'avis des héritiers. Contre l'avis unanime des héritiers de l'ingénieur, hein. Et puis j'ai envie de dire contre normalement, encore une fois, les lois et les règlements. À quoi ça sert qu'on protège le patrimoine historique de la France si on peut y ajouter quoi que ce soit? Est-ce que moi, qui habite maintenant un petit village médiéval, je vais pouvoir, parce que j'habite à côté, mettre la façade que je veux, mettre des panneaux photovoltaïques, je ne sais quoi encore. Non, le maire va me dire, non monsieur, il y a des règles, vous devez respecter les règles. C'est comme Macron à Brégançon, qui s'est permis, alors que les autres avaient cherché à le faire, mais on ne leur avait jamais donné l'autorisation, d'avoir une piscine enterrée au fort de Brégançon, évidemment, monument, patrimoine historique protégé. On ne met pas normalement une piscine enterrée, mais évidemment, tout est, avec Macron, tout a changé. On n'est absolument plus dans un... Je ne parle même pas de démocratie, le mot est fourre-tout, mais on n'est même plus dans un état de droit. C'est ce que je dis depuis le début. Règne en France une profonde anomie où finalement, et ça c'est un dévoilement, entre autres estival, c'est une apocalypse. C'est-à-dire qu'on se rend compte que derrière la loi, le droit, dont il ne cesse de nous rabattre les oreilles, en parlant d'ailleurs d'États illibéraux, en allant envoyer des bombes pour rétablir l'état de droit et la démocratie dans le monde, et bien que chez eux, ces mondialistes, c'est en Occident, en France, ils ne respectent même pas leurs propres lois. Mais il y a aussi un aspect technique à ne pas oublier, c'est que la tour Eiffel peut supporter un poids bien défini. C'est-à-dire même le nombre d'assiettes qui est servi dans les restaurants, tout est pesé. Et en fait, les anneaux vont apporter une charge supplémentaire qu'il va falloir compenser par le retrait de tout un tas de choses, soit de visiteurs et autres, mais la tour Eiffel ne peut pas supporter un poids à l'infini. Et ça, c'est la partie technique, et ce que je comprends, la famille Eiffel qui s'inquiète aussi de l'ouvrage. De la symétrie de l'ouvrage, de l'arche, et puis de toute façon du poids. Donc, mais ça, même les peintures sont pesées. Hein, Hidalgo a répondu. Hein. Ah oui. Ils vont retirer les 5 anneaux. Hein. Oui. Il y en a 5. Hein. Et ils vont les remplacer par des anneaux plus légers. Je n'imagine même pas la gabegie qui attend l'adjudication, l'appel d'offres, le marché public
sur à qui va être donné le marché pour les anneaux et combien ça va coûter, combien ça va coûter aux Parisiens. Bon, en même temps, de toute façon, la ville de Paris est déjà pratiquement en rupture de bon sens de paiement. De bon sens, ça fait longtemps, mais enfin quand même, non, parce qu'on on a failli avoir la directrice financière, alors elle l'est plus, une pareille merveille, je ne sais pas si la mairie de Paris va s'en remettre, hein. La directrice financière de la ville de Paris, qui a failli être notre Premier ministre, ça ne sera pas pour cette fois-ci, Madame Castet. La prochaine fois, peut-être, tenter, à mon avis, d'ici peu, parce que je ne suis pas persuadé que le commissaire Barnier va faire de vieux os à Matignon, mais ça, bon, on verra. Alors voilà, il a commencé par expliquer ça. Il a dit Madame Hidalgo a raison, Macron. Après, il a expliqué aussi qu'elle avait raison de vouloir aussi maintenir cette espèce de vasque, là, ce ballon dirigeable qui monte. Dans les jardins de Tuileries. Dont je me suis d'ailleurs, Qui cache parfois la perspective, l'axe, qui est dans l'axe majeur, mais qui cache, en effet, vous avez parfaitement raison. Normalement, il y a trois arcs sont alignés, même si l'arc de la Défense est un pivote petit peu... Pivote de 3 petits degrés. Normalement, vous avez une perspective qui doit être... Et vous pouvez avoir un coucher de soleil dans les 3 arcs en même temps. Terminé, quelquefois par an. Ouais. Porteur de lumière. Bah oui. C'est la lumière du soir et la lumière du matin. C'est l'étoile du matin, Lucifer, celui qui descendait, vous savez, le génie de la liberté, comme l'expliquait Thomas Joly sur la cérémonie de clôture. Donc oui, on va... Alors moi, je me suis beaucoup amusé. Je ne sais pas si vous avez quand même constaté sur les... on n'a pas eu le temps d'en reparler parce que c'était dimanche dernier, la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Il a plu tout autant que dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Mais alors, il a plu, hein. Il a plu du début à la fin. Ce qui a d'ailleurs permis de voir, toujours encore une fois, des jeux inclusifs, des jeux où nous sommes tous égaux, mais il y a quand même des gens plus égaux que d'autres. Nos éminences, évidemment, avec ces... C'est vraiment des... Ah là, et puis ceux qui sont sous les parapluies, mais il y a quand même un côté qui me déplaît chez cette Anne Hidalgo. Alors, Estanguet commence à s'en étonner aussi. Mais ce besoin d'avoir des porte-coton qui très peu, hein, vous savez, Jean-Michel Jarre par exemple, la plupart des artistes à part un ou deux ridicules ont fait leur show sous la pluie. Ils ne s'en sont mais non, mais là nos éminences eux avaient justement un parapluie dans Anne Hidalgo. C'est vraiment des manières de nouveaux pas de nouveaux riches, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Profitez-en bien Madame Hidalgo pendant que vous le pouvez. Profitez-en bien. Donc oui, il a plu et il a bien plu. Et d'ailleurs, la vasque n'a pas pu le soir même. Ça encore, c'est un coup du sort. Vous n'avez pas de chance, hein, vraiment, les gars. Les technologies sont fragiles. Hein. Et ben voilà, Jarre, lui, sur l'électronique, il n'y a eu aucun problème. Par contre, la vasque n'a pas pu s'élever dans le ciel pour cause météorologique, de réchauffement climatique, de stress hydrique. Ben oui, il pleut, il fait froid, mais il fait un froid de canard depuis une semaine. Je sais pas, vous en êtes rendu compte? On nous parle de... Alors là, il n'y a plus de cartes avec du rouge vif. On est à 20 degrés, on met du rouge. On va bouillir dans un micro-ondes, c'est horrible, c'est une étuve, mais il fait tellement chaud. Bah non, il fait des fois 4-5 degrés le matin, actuellement. Hein, province, ça, en plein été encore. Hein. On est en plein réchauffement climatique. Là. En plein dedans, oui. Donc, voilà ce que notre Macron national propose pour garder... Mais Raphaël n'a pas envie d'ajouter quelque chose? Permettez-moi de terminer. Et puis après, et puis vous aussi, si vous avez envie de réagir à cet after. Donc, il propose ça. Il va y avoir donc une parade. Ce qui va occasionner à nouveau des problèmes de transport un peu partout, jusque dans le 16e arrondissement de Paris, enfin dans de nombreux arrondissements. Donc prenez votre mal en patience une dernière fois. Je suppose que la plupart des lignes de métro et des stations de métro centrales de Paris sont fermées aussi. Bon ben voilà, c'est ça la fête. Donc vous aurez aussi les athlètes préférés. Ça va coûter, alors on a demandé à Estariel, ça coûtera si peu, comme le reste. Qui va payer? Toujours les mêmes. Vous. Voilà. In fine, ce sera vous. Peut-être que Raphaël, en effet, aimerait réagir à cet after pour prolonger la fête jusqu'au bout de la nuit. Raphaël.
Oui, Nicolas, je serai très court. Vous avez utilisé le très bon terme en même temps en rappelant que c'est la revue de presse de la fin des temps. Ça n'a jamais aussi bien porté son nom. En fait, la fête est terminée. Nous avons quitté la bulle d'extase et maintenant, nous sommes en pleine phase de dévoilement qui est très inquiétante. D'ailleurs, le sujet du grand angle rappellera la gravité de la situation actuelle. On a à la fois une situation géopolitique qui est tendue et qui est en escalade complète avec là de forts risques de guerre mondiale. On en parlera, je pense, justement clairement lors du grand angle, mais aussi évidemment après le chaos politique, mais la trêve olympique. Et bien maintenant, nous savons que la France est menacée d'une très grande crise économique. Et cette crise économique, avec à la fois une grande dette, un budget qui n'est toujours pas défini, des partis politiques qui ne veulent pas finalement récupérer la patate chaude, d'où la nomination de Michel Barnier en tant que Premier ministre, on va pouvoir observer malheureusement un délitement continu et encore plus grand du tissu économico-social français. Et donc, que ce soit les décisions d'Hidalgo sur la circulation du périphérique ou bien toutes les décisions qui vont être faites pour gérer les institutions publiques, l'hôpital public, etc. Tout risque tout simplement de se dégrader de plus en plus parce que nous sommes non pas dos au mur, mais face au mur, en pleine accélération. Il ne reste que quelques mètres. Et malheureusement, c'est les Français qui vont payer. Voilà, c'est la seule chose que je pourrais dire face à cette situation qui est assez absurde quand on voit en tout cas le calme, ou en tout cas le mépris et la déconnexion totale de nos élites en France. Merci Raphaël. Un auditeur me répond, merci cher Denis, du tac au tac. Aujourd'hui, nous fêtons, nous traditionnalistes, oui, alors d'accord, nous tradis, fêtons l'exaltation de la croix de notre Seigneur. Je voyais NS, je dis mais mince, ce sont mes initiales, quel est le rapport? Non, notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, il a souffert bien davantage que les sportifs. Puis il l'a fait pour vous surtout, alors que les sportifs, après tout, ils font des efforts, c'est quand même d'abord pour eux. Comme le disait dans un grand angle en semaine d'une matinale sur Géopolitique Profonde de la chaîne principale, je crois que c'était le général Tauzin, que nous avions reçu, il disait mais là, il y a quand même une différence entre se servir soi et le service de la nation, le service de la patrie, le service de l'autre, en comparant justement les héros. Parce que on a très vite, on a tôt fait de dire des sportifs qui sont des héros. Enfin, ça n'a quand même rien à voir avec le héros militaire, avec celui qui va se sacrifier pour les autres. À ce que je sache, les sportifs ne se sacrifient en rien pour les autres. Et puis ce n'est pas minorer ce qu'ils sont, mais c'est un fait. Et le militaire ne finit pas par monter sur un podium pour décrocher une médaille. Et alors ça, ceci dit, depuis Aya Nakamura, qui se trémousse avec la garde nationale sur le pont des Arts, ou je ne me rappelle plus sur quel pont, j'ai envie de dire, c'est pas si certain en sortant de l'Institut. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, nos militaires, et dont les généraux de plateau qui nous abreuvent de leur certitude sur la guerre en Ukraine, justement, je me demande s'ils sont encore dans le service de la patrie. J'ai le droit d'en douter, je pense. De toute façon, en démocratie, j'ai ce droit-là. Donc voilà, c'est la croix. Un autre intéressant, en effet, ce sujet, qu'on abordera à peine, un auditeur, le remplacement voulu par Macron des vitraux de Notre-Dame est d'une énorme portée symbolique sur notre histoire, la déconstruction cordialement. On est absolument d'accord sur ce sujet, sur lequel on reviendra. Je sais qu'il y a un conflit, évidemment, puisque Macron veut absolument, ce qui n'a pas pu être détruit par les flammes, sera détruit par Macron, puisqu'il souhaite que certains vitraux de Viollet-le-Duc soient remplacés par des vitraux plus modernes, dont on est en droit de penser qu'ils auront peu de choses à voir avec ce qu'est Notre-Dame de Paris. Raphaël avait quelque chose à dire sur ce sujet, mais s'il vous plaît, Lara, plutôt que de vouloir systématiquement m'interrompre, laissez-moi terminer. Je voulais dire aussi que, alors ça c'est quand même fou, et après Raphaël, bien sûr, pourra parler, c'est que interrogé dans un retour de voyage dans un avion, le pape François, on lui a demandé, rappelez-vous, quand il était venu à Marseille, il disait « Je ne suis pas venu en France, je suis à Marseille. » Ce n'est pas pareil. Refusait, vous savez, en plus avec ce caractère buté, colérique de ce pape. Et bien là, on lui dit « Est-ce que vous allez aller à Paris pour les cérémonies de réouverture non pas des Jeux Olympiques, mais de la cathédrale Notre-Dame de Paris ?» Il dit « Non, je n'irai pas à Paris. » Et il le répète, il dit « Je n'irai pas à Paris, je n'irai pas à Paris. » C'est absolument incroyable. Ce pape, je ne sais pas ce qu'on lui a fait. Je ne sais pas ce qu'on lui a fait. C'est pareil avec Jeanne d'Arc, dont on va reparler avec Thomas Joly. Quand on lui a demandé sur une célébration importante de Jeanne d'Arc, il dit non, je n'irai pas à Orléans. Je n'irai pas.
Il ne veut pas y aller, il ne viendra jamais en France. Non. Et même quand il va en France, il dit c'est pas la France. Raphaël. Oui, c'est tout simplement pour rebondir à la fois là sur Thomas Joly, mais aussi la fameuse garde républicaine. J'invite tous les auditeurs de Radio Courtoisie à consulter 2 entretiens et 2 vidéos. Une vidéo qui en fait montre les coulisses de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, où on suit Thomas Joly lorsque justement il y a la cérémonie d'ouverture qui a lieu, avec le moment où Aya Nakamura apparaît avec la garde républicaine, ainsi que l'émission du service public C'est à vous, où on a le commandant Frédéric Foulquier, le chef de la musique de la garde républicaine. C'est un moment qui est absolument lunaire, c'est-à-dire à la fois on a donc le commandant Foulquier qui nous explique avec un grand sourire que c'était un honneur pour la garde républicaine d'être avec Aya Nakamura, qui nous raconte comment tout ceci s'est organisé, qui est dans une sorte d'extase et de jouissance maximale, qui pour moi je trouve ça encore plus honteux que la garde républicaine, au lieu de prendre des distances, décide d'aller encore plus loin pour dire que c'était un véritable honneur en fait de pouvoir jouer avec Aya Nakamura. Et pour les coulisses, eh bien ce qui est intéressant à observer, c'est Thomas Joly qui en direct, lorsqu'il voit Aya Nakamura, regarde les réactions en direct sur les réseaux sociaux. Donc il est mort de rire. Il est complètement mort de rire. Surtout, on le voit et on l'entend lire des messages en disant j'ai honte à ma France, j'ai honte de la garde républicaine. On le voit juste mettre une petite main sur sa bouche et dire oups, voilà. Et après, il y a un message de sa mère qui lui dit qu'elle est extrêmement fière de pouvoir voir l'organisation qu'a fait Thomas Joly. Donc, encore une fois. Vous avez raison, madame, vous avez raison d'être fière de votre fils. C'est extraordinaire. Excuse-moi. Raphaël, exactement. Oui. Et donc là, c'est-à-dire que même après les Jeux Olympiques, on a droit à un after, comme vous l'avez expliqué, c'est-à-dire où on peut avoir des personnes qui s'expriment pour nous rappeler à quel point c'était absolument génial et magnifique, et c'est un ordre. Et je trouve ça quand même plutôt triste, et c'est quand même à rappeler. Donc je vous invite, chers auditeurs de Radio Courtoisie, à consulter ces 2 vidéos, une de C'est à vous avec le chef, le commandant Foulquier, et en même temps les fameuses coulisses des JO, où vous pouvez voir en fait une élite déconnectée qui est heureuse, mais sincèrement heureuse, d'organiser ce blasphème et cette destruction de nos valeurs françaises. Merci pour ces remarques, mon cher Raphaël. Pour terminer sur Thomas Joly, donc il a commis dans le journal Le Monde, journal de révérence, disait Philippe Muret, non L'immonde. Selon Jalon, l'immonde, absolument, de nos amis Basile Decocq et Frigide Barjot. Eh bien, dans l'immonde, Thomas Joly a expliqué, là, vraiment, il cherche les ennuis. Non, mais c'est pas possible. Bon, il est bien dit, vous serez, pour les chrétiens, vous serez à la fin des temps livrés aux méchants, mais quand même. Se permettre de dire que Jeanne d'Arc, pour Radio Courtoisie en plus, Jeanne d'Arc, moi je me souviens encore avec émotion des émissions que j'ai pu faire avec l'ancienne présidente de Radio Courtoisie, Dominique Paoli, sur Jeanne d'Arc. Elle avait une passion toute historique, et on est nombreux d'ailleurs à être dans cette situation de patron d'émission sur Radio Courtoisie, à aimer porter au nu ce qui était la sainte patronne secondaire de la France. Oui, entre autres, un livre de Guy Barré, absolument là. Celui qui a écrit aussi sur Saint-Michel, qu'il faut que j'invite d'ailleurs à ce sujet. Eh bien, il explique que Jeanne d'Arc est non pas la trans, mais la travestie la plus célèbre de notre histoire. N'a-t-elle pas été condamnée parce qu'elle s'habillait comme un garçon? Voilà ce que Thomas Joly se permet de dire de Jeanne d'Arc, de celle qui a porté le plus haut le service de la France et qui a fini sur le bûcher pour cela. Monsieur Joly, voulez-vous finir vous aussi sur le bûcher? Je ne pense pas que vous preniez de ces risques, mutin de panurge, et non pas rebelle ou rebellocrate, subventionné, monsieur Joly. Je crois qu'est-ce qu'il se serait amusé, Philippe Muret, qu'est-ce qui nous manque actuellement sur ce point. Il explique aussi que sont poudrés que se poudraient les rois et à la cour. Et vous, monsieur Thomas Joly, vos petits marquis, les petits marquis que vous êtes, vous ne vous poudrez pas? Et de quelle poudre d'ailleurs vous poudrez-vous? J'aimerais savoir. Philippe Muret doit être content de savoir que vous le citez aussi souvent, et je pense que voilà. J'ai une admiration pour lui. Il fait partie de ces grands des gens qui m'ont éveillé en tout cas. Ouais, tout à fait. Bonjour Lara, bonjour Nicolas. Pour la légèreté, 5 oulop. Merci Françoise. Tout à fait d'accord avec cet auditeur ou auditrice, on ne peut pas l'identifier. J'ai noté sur le territoire français en ce moment, les Delga, Hidalgo, Valls, Mélenchon et certainement d'autres d'origine d'Espagne veulent se faire plus roi que le roi. Alors sans être hispanophobe, hein, surtout pas, encore une phobie pour la cagophobe, j'ai remarqué exactement la même chose que vous, hein, cher auditeur.
Là, alors attention, c'est une dame. Il faut faire attention en effet à ce que l'on va dire. Allez, on va retirer un mot. En tout cas, Hidalgo n'a aucune connaissance historique ou artistique, mais toutes les combines sont bonnes, comme toute la caste politique, hein, pour eh bien, obtenir, je ne sais pas comment traduire ce message sans que ça tombe sous le coup de la loi, mais enfin voilà, tout le monde aura compris, hein, j'espère en tous les cas. Je ne sais pas s'il y a d'autres messages. Alors, on va peut-être changer un peu de sujet. Parlez-nous un petit peu du commissaire quand même. Ah, oui. Herr commissaire Barnier, Bah oui. 10 ans commissaire de la grosse commission. Oui. C'est Henri Foucrault qui adore parler, patron d'émission sur Radio Courtoisie, président du Forum pour la France, dont j'ai été membre pendant des années, qui s'amusait beaucoup. Il parlait de la grosse commission. Et donc la grosse commission de Van der Leyen. 10 ans quand même, hein, il a été commissaire, le Barnier, Michel Barnier. Donc son gouvernement, qu'en dire, il essaie de se distinguer de la Macronie, alors que de toute façon, c'est un Macron compatible. Mais c'est un accouchement dans la douleur, là. Ouais. Ah, ça risque, le gouvernement, ça risque, ouais. Ouais. Pensez ouais. Césarienne, voire forceps, il y aura... tout y passera. On imagine la gueule du bébé quand il va sortir. Ça va pas être beau à voir. Un peu écrasé, c'est comme ça. Hein. Alors, est-ce qu'il y aura beaucoup de ministres démissionnaires? On parle de Madame Genevard à l'Éducation nationale, c'est Madame Belloubet qui fait la tête. Elles sont en concurrence. Elles sont en concurrence. On dit, tiens, justement, pour l'auditeur qui trouvait, qui était un petit peu hispanophobe, là, on entend parler de Manuel Valls. Ah oui, Valls. Manuel Valls, peut-être même au Quai d'Orsay. Quand même, il ne va pas nous remplacer ces journées. Une pareille petite merveille. Elle a toute la bravitude pour le faire. Retailleau, prononcez Retailleau? Non, je refuse. Vous n'avez pas... Retailleau, je rappelle à nos auditeurs que le français, que j'adore, est ma troisième langue. C'est pas ma première et c'est pas la maternelle, malheureusement. Donc, Monsieur Retailleau aussi est pressenti. Je crois que c'est lui qui préside à LR au Sénat. C'est un sénateur. Hein. Ouais. C'est un sénateur, Monsieur Retailleau. Alors, c'est lui qui a trahi, vous savez, Philippe de Villiers, lorsque Philippe de Villiers avait tant de souffrance, c'est le cas de le dire, au vu d'en étaler la vie de sa famille dans la presse pour le faire renoncer. Hein. C'était histoire de lui faire payer le fait que les Français avaient voté à plus de 55%. Contre la Constitution Giscard. Donc on a voulu l'éliminer politiquement, ils ont réussi d'ailleurs, et M. Retailleau à ce moment-là en a profité, il fait partie de la forfaiture de Lisbonne et d'autres, pour remplacer M. De Villiers au Conseil Général de Vendée. Oui, vous vouliez dire? Mais après, il a été très fidèle à Fillon, malgré toutes les difficultés qu'a eu Fillon. Mais c'est Fillon, le seul qui est resté il a été bout. fidèle à qui, Fillon? Alors je sais que sur Radio Courtoisie, certains aiment beaucoup François Fillon. Enfin, moi, j'ai pas cette passion débordante pour le personnage. Oui, mais enfin, je dis au crédit de Retailleau, c'est qu'il a... Ah, Retailleau! Ah, Retailleau! il est resté fidèle jusqu'au bout à François Fillon. Ouais. Voilà. Jusqu'au bout. Enfin, il a survécu, lui, politiquement. Ah, bah oui, mais il doit sa survie à sa ténacité aussi. Hein. Donc certains aimeraient l'avoir à l'intérieur. Enfin, il se rêverait, lui, au ministère de l'Intérieur, mais il semblerait que dans la Macronie, en particulier la Macronie de gauche, on n'en veuille pas. Donc, en effet, comme vous le dites, ça risque d'être un petit peu compliqué. Bon, il faut être c'est une cohabitation exigeante. Alors, ils ne savent pas, ils emploient des mots, des néologismes, parce qu'en fait, c'est à la fois... un remaniement, un changement de gouvernement, c'est une coalition, mais c'est une cohabitation. Alors ça fait coalitation. Enfin, c'est atroce. Ils emploient des néologismes pour essayer de signifier, d'incarner dans le verbe le en même temps macronien. Alors le résultat est tout à fait ravageur, hein, je trouve. Peut-être que Raphaël voudrait nous dire quelques mots sur le gouvernement Barnier. Comment il ressent ça, lui? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit finalement, malgré les communications politiques, notamment du nouveau Front populaire ou même du Rassemblement national sur la démocratie, la sélection d'un Premier ministre, eh bien, finalement, ça arrange un petit peu tout le monde. Personne ne veut récupérer cette patate chaude parce que le nouveau Premier ministre,
Et le gouvernement qui va être recomposé, finalement, doit assumer le bilan d'Emmanuel Macron, en tout cas du gouvernement Macron, qui est particulièrement catastrophique, notamment sur le plan économique. Donc là, ce qu'il faudra observer tout simplement, c'est quelles vont être les propositions que, de toute manière, Michel Barnier ne pourra pas tenir. S'il veut trouver une solution pour redresser l'économie de la France, il a parlé aussi évidemment de la situation migratoire, en voulant reprendre le contrôle des frontières. Mais Michel Barnier, qui lui est un européiste convaincu et qui connaît bien normalement les arcanes du pouvoir au sein de l'Union européenne, devrait savoir que notamment le pacte migratoire nous empêche d'avoir la moindre souveraineté, le contrôle sur nos frontières. Ou en tout cas, on nous injecte de force certains migrants, et si on refuse, eh bien, l'État doit payer une amende par migrant qui sont refusés. Et donc, à la fin, on va se retrouver, à mon avis, notamment sur la question migratoire, peut-être avec un scénario Mélanie, où sur la communication, on va peut-être nous dire que l'immigration illégale va réduire, mais quand on regardera les statistiques de l'immigration légale, eh ben, cette immigration explosera, en fait. Donc, ce sera tout simplement un cache-misère et un mensonge statistique. Et que ce soit sur le plan économique ou bien même sur le plan social, malheureusement, on dépend du budget, le budget est catastrophique et il n'y a pas de solution miracle. Voilà. Et d'ailleurs, il faudra faire le lien avec le commentaire de Mario Draghi qui a expliqué que l'Europe même est en danger et qu'il faut que l'Europe puisse s'unir intégralement pour faire un investissement massif et que tous les États membres de l'Union européenne puissent s'endetter ensemble dans la joie et la bonne humeur pour essayer de survivre face aux monstres chinois, mais aussi apparemment, on vient de découvrir d'après Mario Draghi, qu'il y a aussi le monstre américain qui nous menace. Voyez, prenez-en de la graine, la Rastam. Vous avez vu, c'est merveilleux. Est-ce que c'est parce que tous les matins, nous nous égayons ensemble dès le lever du soleil avec Raphaël, mais en tout cas, c'est un tuilage merveilleux et il dit tout ce que je ne dirais pas, ou tout ce que j'aurais pu dire d'ailleurs. Alors, je voulais juste rajouter que, par exemple, sur les statistiques, il y avait une phrase connue, enfin célèbre en URSS, dite par Raïssa Gorbatchova, la femme de Mikhail Gorbatchev, qui avait dit « Les statistiques, je n'y crois que quand je les ai moi-même composées. » Oui. Voilà. Un auditeur, bonjour, hier notre Philippe de Villiers nous a narré sa rencontre avec un jeune artiste lui faisant force compliment sur le Puy du Fou, et cet autre fou n'était que le jeune Thomas Joly. Du bonheur sur une chaîne d'infos en continu que je ne citerai pas. Merci cher auditeur pour cette remarque. Ah, est-ce que le vicomte Philippe de Villiers serait sujet à la flatterie ? Ah bah pleinement. Quand Quel même, est ce flatteur, ce vil flatteur qui vous flatte ? Il ne faut pas faire très attention, sinon il faut relire les fables de La Fontaine sur la flatterie. Oui. Je le conseille vivement, même à Philippe de Villiers. Sur les politiques migratoires, puisque justement c'est un parfait tuilage que m'a offert la perche que me tend Raphaël Besselus, c'est-à-dire il y a un resserrement intéressant des politiques migratoires au sein de l'Union européenne qui montre que le jeu coopératif, collaboratif est en train de s'arrêter. Et ça, on l'avait vu déjà avec la Grande-Bretagne, mais elle ne fait plus partie de l'Union européenne. Mais nous avons des indicateurs, d'abord en Allemagne et puis ensuite en Hollande, qui montrent que eh bien, les gens ne croient plus dans l'espace Schengen. Y ont-ils jamais cru ? Ils se rendent compte que leur opinion ne supporte plus et que leurs électeurs ne supportent plus cette immigration massive et submersive. Et donc souhaitent resserrer leur politique d'immigration et plus encore qu'au moment de la crise sanitaire, souhaitent fermer les frontières, ou en tout cas les contrôler à nouveau. C'est le cas en Allemagne. Et c'est le cas aussi en Hollande. Ça, je dirais, ce sont des indicateurs que le monde monstre, le monde des mondialistes, où tout est ouvert aux quatre vents, eh bien ça peut-être, c'est en train de se resserrer. C'est plus si simple que ça. On revient à cette idée de simple bon sens, que quand on est un pays, une nation souverain, eh bien on a besoin de frontières. Méfiance, parce que quand on voit pour Macron, quand il parle de souveraineté, quand il parle de frontières, il parle de frontières ou de souveraineté extérieure à l'Europe, ou la souveraineté européenne. Il ne faut pas se laisser avoir, évidemment. Raphaël. Si je peux me permettre, un point important, notamment sur l'immigration allemande et les frontières, il faut faire quand même attention parce qu'on a une information récente qui est apparue, notamment par BBC News, c'est-à-dire que l'Allemagne va accueillir 250 000 Kenyans dans le cadre d'un accord sur le travail. C'est-à-dire que malgré
les informations qui ont été diffusées, et apparemment une certaine volonté allemande de pouvoir recontrôler ses frontières, ils viennent à l'instant de signer un accord de 250 000 travailleurs kényans. Voilà. Donc encore une fois, toujours jouer sur deux tableaux, faire des déclarations d'un côté pour peut-être rassurer une population, vu qu'on voit qu'un électorat, notamment de l'AfD, continue de monter, mais en sous-main, et notamment sur un plan dit légal, eh bien, on continue ce même travail. Eh bien, de dumping social, ou en tout cas, certains diraient même peut-être de remplacement de population, dans tous les cas, une immigration massive incontrôlée, et en tout cas qui va contre les volontés de la population. On comprend d'autant moins que tu as parlé, Raphaël, du rapport Draghi, et que Draghi explique que dans les 20 ans qui viennent, on va perdre 2 millions de main-d'œuvre, enfin de population active chaque année. Alors qu'on m'explique du fait de la croissance, hein. Quel est l'intérêt de faire venir des populations alors qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de croissance en Europe? Quel est l'intérêt? En effet, si ce n'est, comme tu viens de le dire, éventuellement une pression sur les salaires comme étant une des explications, et peut-être au-delà, alors que ce soit les théories du grand remplacement ou autres. En tout cas, on peut s'interroger en effet de plus en plus sur les motivations. Ça fait partie de ces dévoilements, ça fait partie de ces apocalypses, je trouve, de l'été. Vous vouliez ajouter quelque chose, Lara? Sinon, on va commencer à arriver aux affaires internationales et on se rapproche petit à petit du grand angle. Ah, j'ai hâte de parler du... J'ai vu passer Dimitri de Koshko oui, il est là. Dans le local technique, et il va peut-être petit à petit venir nous rejoindre. Mais d'abord, on va parler peut-être... allez-y, Lara. Oui, je voulais savoir ce que vous avez pensé du débat Trump-Harris et qui est pour vous le vainqueur de ce débat? C'est Kamala. Ah, mais pourquoi? Ah, mais c'est Kamala, tout le monde le dit, c'est Kamala, elle a gagné, elle a été extraordinaire. Mais vous n'êtes pas tout le monde, dites-nous ce que vous pensez, Nicolas. Mais écoutez, il y a un indicateur, parlant très mal l'anglais, je vais vous dire, je n'ai même pas regardé ce débat, il y a un indicateur qui montre qui a gagné, et c'est évident, c'est pas les sondages des mainstream, c'est pas les sondages sur Internet, il y en a un, c'est que Trump, qui est tant friand de ce genre de débat, de confrontation, refuse un nouveau débat. Bon, bah, s'il refuse, et elle et son équipe ont demandé un nouveau débat. Bon, bah, la messe est dite. Enfin, pour moi. Après, voilà, il y a des capacités de tricherie. On pourrait en dire quelques mots. Et Raphaël, qui lui connaît bien le sujet, va certainement nous dire des éléments sur ce sujet. Alors, c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri. Bon, on le sait. Alors déjà, il y a des choses... Malgré le fait que les Républicains ont vraiment décidé de chat échaudé, craint l'eau froide, de vérifier, parce que ça triche, et ça triche depuis longtemps aux États-Unis. Hein, ça a déjà commencé à voter, d'ailleurs. Alors, les gens ont commencé à voter, mais il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui vont contrôler la légalité. Il y a des choses sur lesquelles il est difficile. Par exemple, on s'est rendu compte, mais c'est en France, c'est vrai en France aussi, je le dis à chaque fois, mais les machines ont une appétence particulière pour certains candidats. Elles votent, contrairement au bureau de vote d'à côté, par exemple, elles votent Macron. Je me demande pourquoi. Vote Macron, les machines aiment bien Macron. Alors, je pense qu'elles aiment bien les démocrates. Elles aimaient bien aux États-Unis Biden. Mais bon, ça, c'est un biais, hein, après tout. Je terminerai cette revue de presse par l'IA, où un prêtre espagnol a demandé à ChatGPT: si tu étais Satan, comment tu t'y prendrais? C'est très intéressant, vous allez voir. Je vous ferai quelques lectures choisies du questionnaire, justement, de ce prêtre espagnol. Parler des Espagnols depuis le début de cette émission, quand on l'interroge sur qu'est-ce que tu ferais si tu étais Satan. Et vous allez voir que ça ressemble étrangement à la situation actuelle. Donc, j'en étais où là? Sur le débat Kamala Harris et Donald Trump, je voulais juste apporter une petite anecdote qui a été racontée par les réseaux russes et non pas les réseaux français. C'est que les équipes de Kamala Harris ont demandé un changement de tribune pour faire une tribune plus miniature pour que Kamala Harris n'apparaisse pas aussi petite par rapport à Donald Trump. Donc elle a eu une tribune personnalisée miniature. C'est digne de Sarkozy, ça. Hein, le mini président, l'hyper président, mais mini en taille. Et qui, d'ailleurs, de toute façon, les trois derniers sont microscopiques, hein, on a remarqué. Oui. Ils ont tous besoin de talonnettes. Hein. Hollande, le président normal, c'était pareil. Et puis Macron, n'en parlons même pas. Donc sur ces élections, voilà ce que je pense en tous les cas, c'est que si Trump ne souhaite pas un nouveau débat,
c'est qu'il considère qu'il a gagné. Il n'a pas de revanche à prendre. Dans les États pivots, il est plutôt bien placé. Il leur faudrait quand même plusieurs points d'avance pour. On sait très bien qu'il y a un biais en plus dans ces sondages, c'est-à-dire que les gens, un peu comme à l'époque de Jean-Marie Le Pen, les gens n'osent pas. Il y a une telle haine qui a abouti. D'ailleurs, il l'a dit durant le débat. Il l'a dit, cette balle qui a atteint mon oreille, qui a frôlé ma boîte crânienne. Je la dois à votre haine, Madame Harris, et à la haine des vôtres, des démocrates, à cette atmosphère détestable qui existe aujourd'hui aux États-Unis. Donc, je pense et une des raisons, à mon avis, qui fait que Trump n'a pas besoin d'un nouveau débat, c'est que l'apport de Robert Kennedy Jr., pour moi, est essentiel dans le déroulement et le résultat final. Après, oui, voilà, et je terminerai juste là-dessus avant de donner la parole à Raphaël, il y a ce risque je me rappelle maintenant où j'en étais, de tricherie, et il se dit que des millions de personnes sans papier, de migrants, arrivés dernièrement aux États-Unis, pourraient être amenés à voter parce qu'on distribue des cartes d'identité dans certains États, parce qu'on distribue des permis de conduire. En particulier dans un de ces États swing state, pivot des États-Unis de Monsieur Tim Walz, qui est le colistier de Kamala Harris, où on sait que ce genre de pratiques ont cours. Et ça, évidemment, ça pourrait changer beaucoup de choses parce que c'est par millions. Il faut le savoir, par millions. Et quand on sait que ça se jouera à très peu de choses sur ces États pivots, évidemment, la fraude pourrait peut-être permettre à l'État profond de se perpétuer aux États-Unis au travers une marionnette de plus. Après Biden, ce serait Harris. C'est la même engeance. Raphaël, tu voulais intervenir. Sur le débat Trump-Harris ? Ou sur la situation aux États-Unis. C'est comme tu veux. La situation aux États-Unis, de toute façon, il va falloir attendre les élections qui vont être cruciales. C'est-à-dire que là, on a deux mondes qui s'affrontent. Donc, on a deux destins qui nous sont proposés pour les États-Unis. On a soit Kamala Harris, c'est-à-dire un pion mis en place de force au nom du camp démocrate, donc de la démocratie, mais qui n'a pas de parcours politique positif, qui a toujours été rejetée lorsqu'elle s'est présentée à des élections. Et lorsqu'on l'écoute, on est face en fait à un personnage étrange. C'est-à-dire on ne comprend pas quand elle parle, elle a un rire hystérique. Évidemment, il y a du mensonge continu, rempli de contradictions, que ce soit sur ses origines à la base, elle s'est toujours considérée comme indienne, maintenant elle se considère comme noire, afro-américaine. Le fait de vouloir améliorer le contrôle des armes, c'est-à-dire réduire en fait la possibilité pour les Américains de posséder certaines armes. Lors du débat face à Donald Trump, elle a expliqué qu'elle possédait une arme personnellement, elle ne comptait pas agir de quelconque manière sur ce point-là. Sur le côté aussi idéologique, on l'a entendu régulièrement parler du fait de devoir devenir absolument woke. Sur le côté aussi des migrants, elle avait expliqué qu'il fallait absolument accueillir les migrants, qu'il fallait absolument les aider. Et c'est vrai que c'est une véritable crise profonde qu'il y a aux États-Unis, à un taux de criminalité qui ne cesse d'exploser. Et surtout, donc, des frontières qui ne sont absolument pas contrôlées. Et ça va créer de plus en plus de tensions dans la rue. D'ailleurs, il y a une polarisation des conflits, notamment sur le sujet israélo-palestinien. C'est-à-dire que la communauté pro-palestinienne fait de plus en plus d'agites-propres dans les rues, et ça force la population américaine, en tout cas l'électorat républicain, de finalement avoir un rejet de plus en plus important de cette communauté dite soit musulmane ou pro-palestinienne. Dans tous les cas, il y a une augmentation de ces tensions qui commencent à devenir ethnico-culturelles, en fait, ce qui est assez inquiétant. Et sinon, pour le débat, petit commentaire rapide, Trump était en 3 contre 1, il ne faut pas l'oublier. Donc, pourquoi Trump accepterait à nouveau de faire un autre débat? À chaque fois qu'il fera un débat contre Kamala Harris, il faut bien se dire que Kamala Harris marquera quelques points. Ce sera toujours comme ça, parce qu'il y aura les journalistes qui seront présents pour mentir, c'est-à-dire ils utiliser des sources différentes des rapports judiciaires, pour parler notamment de cette anecdote qui est qu'une immigration massive, et notamment dans l'État de l'Ohio, pouvait consommer des animaux. C'est une réalité factuelle. Domestique. Oui, voilà. Exactement. C'est une réalité factuelle, et bien évidemment, les sources utilisées par les journalistes permettent uniquement de contredire Donald Trump et de pouvoir protéger Kamala Harris. Donc ça ne m'étonne pas que Donald Trump puisse refuser. Et aussi, Donald Trump, dernier point, je pense qu'il faut essayer de mieux comprendre le prisme américain.
C'est-à-dire que, par exemple, quand on regarde le débat Trump-Harris, on pourrait penser que Trump a perdu parce que Trump était très excessif. Comme d'habitude, il était typique. C'est-à-dire, j'ai fait le meilleur programme, j'ai réalisé la meilleure économie des États-Unis depuis toute son histoire, j'ai été le meilleur président, je n'ai pas fait de guerre, enfin, je suis parfait en tout. Eh bien, ça, il faut se dire que c'est peut-être un discours politique qui fonctionne pour l'électorat américain, le fait d'être plutôt excessif dans la communication. Donc, je pense que là, Trump, il serait plus avantageux pour lui si on essaie de comprendre ce que désire finalement l'électorat américain, eh bien de ne pas faire un autre débat, mais de continuer à appuyer de manière très puissante et très violente sur sa communication pour dire qu'il y a une guerre qui approche et qu'il y a l'effondrement des États-Unis qui arrive si Kamala Harris est élue, ce qui, à mon avis, n'est pas forcément faux. Mhm. Eh ben, merci Raphaël de cette remarque. Si tu as encore quelque chose à dire dans cette revue de presse de la fin des temps, je te permets une courte conclusion comme à Lara. Avant, moi, de conclure sur ChatGPT. Il y a un prêtre espagnol qui interroge un ChatGPT transformé en Satan diabolique. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter? Sur Une sur un information sujet libre. sur cette actualité de la semaine, hein. Oui, eh bien, juste quelque chose à observer, encore une fois, c'est la campagne, la cabale, la diabolisation qu'il y a contre Elon Musk, parce que Elon Musk a réalisé avec SpaceX une mission absolument historique, qui est Polaris Dawn, où en fait vous avez donc un vol commercial qui a allé sur l'orbite elliptique à plus de 1400 km au-dessus de la surface de la Terre, ce qui est un record historique depuis les missions Apollo. Et pour la mission extravéhiculaire, eh bien, la sortie extravéhiculaire, c'était à 734 km au pic. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Il faut savoir que là, on a une communication européenne qui est apparue, qui explique que Elon Musk représente un danger sur le plan spatial, notamment sur le monopole spatial, parce que Elon Musk possède 70% des satellites qui sont actuellement en service et en orbite. Ça représente, je crois qu'il y a environ 10 000 satellites, il en possède 7 000. On a pu voir un antécédent avec Boeing, qui malheureusement a dû demander à SpaceX d'utiliser tout simplement son matériel pour pouvoir aller chercher des pilotes, astronautes qui étaient bloqués suite à une panne matérielle. On voit qu'Elon Musk, à la fois sur le rachat de Twitter X, qui donne une liberté d'expression, qui est combattue par l'Union européenne, le développement de ces entreprises privées qui permet à travers Tesla et SpaceX eh bien, d'avoir des bons technologiques importants et surtout de combattre des narratifs, notamment sur le récit climatique, de l'écologie, etc., eh bien, devient un ennemi de plus en plus important. Et on voit que l'Union européenne, comme d'habitude, eh ben, ne manque pas à son rôle, qui est de diaboliser, de dire que ce n'est pas bien, au lieu de se remettre en question et trouver des solutions efficaces face à ses propres contradictions. Merci Raphaël. Lara? Moi, j'ai plutôt envie de commencer la suite de notre, Vous êtes de notre impatiente, émission. hein, Impatient de recevoir. nos euh, invités. et donc, j'attends aussi ce qu'a pu répondre l'IA sur le Satan. Chatbot d'OpenAI, voilà, donc un prêtre qui écrit souvent sur le site catholique espagnol Religion en Libertad. Il a voulu justement questionner le Satan au travers de ChatGPT. Il lui pose la question, si vous étiez Satan, ChatGPT, comment feriez-vous pour que les gens perdent la foi? Alors, propos liminaire de ChatGPT déguisé en Satan. Si j'étais Satan et que j'avais pour but de faire perdre la foi aux gens, j'utiliserais très probablement des tactiques subtiles et stratégiques visant à semer le doute, le désespoir et la désillusion plutôt que d'agir de manière évidente. Et n'agissez pas, Thomas Joly et les autres, de façon trop évidente, parce qu'on pourrait se dire, mais quand même, qu'est-ce que c'est que ça? Mais voilà, ce que ChatGPT dit pas, c'est qu'à un moment donné, je pense que c'est dans son orgueil démesuré, le Satan ne peut pas s'empêcher. C'est ce que disait très bien dans une préface d'un livre Serge de Beketch sur ce sujet, en disant, voilà, il va gagner, et c'est à ce moment-là qu'on voit un bout de queue, des cornes. Il est obligé de se montrer tel qu'il est en lui-même quand il est sur le point de gagner par rapport à son forfait. Alors, voilà les méthodes. 1. Promouvoir l'individualisme extrême. Promouvoir une vision du monde centrée exclusivement sur le moi. 2. Souffrance et désespoir. Les difficultés, les tragédies et les injustices du monde sont souvent utilisées pour remettre en question l'existence d'un Dieu bienveillant. 3. La distraction et la superficialité. Les gens sont tellement occupés par le bruit de la vie moderne, par des distractions telles que la technologie, le divertissement et les préoccupations matérielles, qu'ils n'ont ni le temps ni l'intérêt d'explorer des sujets profonds tels que la spiritualité ou l'objectif transcendantal. 4. Relativisme moral. Promouvoir l'idée qu'il n'existe pas de vérité absolue.
5. Le scientisme extrême. Il exalte la science comme seule source de connaissances valables et dénigre le spirituel ou le religieux comme superstition ou archaïsme, éliminant l'idée de transcendance au profit du purement matériel. Ça vous dit rien, ça? 6. Hypocrisie au sein des institutions religieuses. La dénonciation, voire la promotion de la corruption, de l'immoralité et des scandales au sein des institutions religieuses. 7. Enfin, division et conflit. Encourager la haine et la division, même entre croyants. Ça vous rappelle rien? Bon. Et ben voilà, c'était la revue de presse de la fin des temps. Musique. Besoin, hein, si vous avez envie, en plus il y a des déductions fiscales, d'éviter que cet argent aille par exemple à l'after de la fête du sport qui va se dérouler à Paris, ben n'hésitez pas. Ou aux subventions pour l'IB, hein. Ouais, c'est aussi simple que ça. Hein. Libération. Ou, Voilà. ou de l'immonde. Au Liban. Voilà. Donc, L'aberration ou l'immonde. Si vous voulez éviter ça, ben, donnez à votre radio. Je pense que c'est important. Allez, la suite. Journaliste, longtemps journaliste, je crois, à l'AFP, nul n'est parfait. Vous avez une vie avant cette vie, entre autres d'être le fondateur de Stop Russophobie. Vous avez péché avant de confesser? Stop Russophobie. Sinon, il n'y aurait rien eu à dire. Voilà. Mais vous avez toujours du boulot. Je pense que la russophobie se porte pas si mal que ça en France actuellement. Ce qui est très nocif pour la France elle-même, bien évidemment, comme tous les racismes, pour être dans Ouais. le... Comme toutes les phobies. Ouais, c'est bien. Comme toutes les phobies. Absolument. Mais on dirait qu'il y a des phobies autorisées. Il y a des phobies autorisées. Une auditrice, Dimitri, il paraît, lu sur les réseaux sociaux, que les USA étaient en passe d'abandonner l'OTAN prémisse d'une guerre sur le sol européen. Troisième guerre mondiale, point d'interrogation. But planifié depuis longtemps de détruire notre civilisation, déjà bien amochée. Pardon pour le terme. Bon, en tout cas, voilà une auditrice qui nous plante bien le décor. Dimitri, est-ce que vous voulez bien, dans cette seconde partie, peut-être nous présenter, en espérant que les connexions soient bonnes, nos deux invités du jour, en plus de vous, Dimitri. Nous vous laissons la parole. Merci, elles ont l'air d'être excellentes, les connexions, et nous avons un invité qui est aujourd'hui en Russie, qui est l'un des meilleurs journalistes russes couvrant les questions militaires. Donc je pense c'est en plus un francophone émérite. Donc, il va pouvoir parler à tous nos auditeurs sans intermédiaire et sans l'intermédiaire de la traduction, même ChatGPT. Ah là là. Alors, c'est Alexandre Artamonov. Donc, Alexandre Artamonov. Est-ce que vous nous entendez? Bienvenue dans ce libre journal. Mes chers collègues, moi je vous entends. Je reçois 5 sur 5. Oui. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que ça va très bien. Et alors, notre deuxième invité, lui, c'est pas un journaliste, c'est un militaire qui... militaire un jour, militaire toujours, c'est comme les journalistes. Il s'appelle Pierre Place et il a travaillé notamment dans les services de renseignement de l'armée. Il est capitaine et il suit bien évidemment la situation actuelle avec un œil d'expert dont on va pouvoir profiter. Voilà. Alors, capitaine Pierre Place, est-ce que vous nous entendez? Ah bah c'est mal parti. Et j'ai l'impression que le capitaine en plus est figé. Il se fige et non d'effroi. Eh bien écoutez, on va espérer qu'il va se défiger. Et, en tout cas, on a Alexandre Artamonov. On a Alexandre en tout cas. Donc je vais vous poser déjà la première question, Dimitri, et puis on pourra ensuite évidemment échanger avec nos invités. Et c'est grave, l'heure, moi, me semble particulièrement grave, et en tout cas les choses sont sérieuses. D'ailleurs, le titre de cette émission, c'est l'escalade OTAN-Russie, parce que, disons les choses, à un moment donné, je veux bien qu'on parle éternellement du proxy ukrainien, mais ce qui se passe, c'est bien entre l'OTAN et la Russie, c'est pas nouveau, mais ça tend à très fortement s'accentuer, puisque nous avons aujourd'hui alors ça ne reste que des discours, mais ces discours sont de plus en plus belliqueux. Et donc dans cette évolution de la situation, rappelons-nous, les Occidentaux ont cette fâcheuse tendance à se fixer eux-mêmes des lignes rouges
ligne rouge qu'ils vont ensuite, dans un second temps, franchir allègrement. Mais c'est eux qui se les fixent à eux-mêmes. Ah, on n'utilisera pas, on ne leur donnera pas de matériel de haute technologie. Ah, et puis si, on va leur donner du matériel de haute technologie. On ne va pas leur donner des chars de dernière génération. Puis finalement, on donne des Challenger, des Léopard 2, des Abrams. Donc on continue. Après, oui, mais non, on ne va pas leur donner des missiles qui seraient trop performants. Et puis on les donne. On ne va pas cautionner une intrusion sur les territoires russes. Et puis finalement, on le cautionne. Il l'a cautionné, hein, le responsable, le patron de l'OTAN. Hein. Et puis évidemment, ah non, on n'utilisera pas, on ne laissera pas les Ukrainiens utiliser des missiles de longue portée, de type balistique, dans la profondeur. Parce que sinon, évidemment, on risquerait d'être considéré comme co-belligérant. Apparaît à ce moment-là, à mon avis, une histoire de corne-cul incroyable qui me fait inquiéter, et ça m'inquiète beaucoup, étrangement penser à ce que l'on a connu à l'époque de la Seconde Guerre du Golfe, avec Colin Powell qui, devant les Nations Unies, agite une petite fiole comme ça en disant « Oh, attention, les armes de destruction massive de Saddam Hussein. » Là, on nous fait un coup différent. D'abord, on a Burns, le directeur de la CIA, qui, pour rassurer un peu tout ce beau monde, bon, je rappelle que les services, leur premier devoir professionnel, c'est de mentir. Donc, quand il nous dit il n'y a rien à craindre, on a craint à un moment donné que la Russie pourrait utiliser des armes nucléaires pour se défendre, mais tout ça, c'est de la blague, c'est pas demain la veille que ça arrivera. Déjà, il nous prépare, moi ça m'inquiète dans la préparation. Et puis, surtout, on commence à nous expliquer que les Iraniens ayant livré, ça me fait hurler de rire, des missiles, 200 ou 300 missiles balistiques à la Russie, que l'inverse soit éventuellement vrai, pourquoi pas, mais que ce soit l'Iran qui livre en haute technologie, mais on demandera peut-être à Alexandre Artamonov ce qu'il en pense, de la haute technologie à la Russie. Moi, honnêtement, ça me fait hurler de rire. Mais bon, j'ai peut-être tort après tout, mais ça, il tire prétexte de ça pour dire, nous allons autoriser les Russes, nos alliés ukrainiens, à utiliser sur le territoire russe en profondeur de la technologie de missiles balistiques. Et là, évidemment, ça coince et Vladimir Poutine semble répondre écoutez, c'est pas compliqué. Si on en arrive là, ça sera plus une guerre clairement, ça ne sera plus une guerre entre la Russie et l'Ukraine ou une opération spéciale. Il y aura bien une guerre entre la Russie et l'OTAN. Donc voilà. Après ce long liminaire, je vous laisse la parole pour commenter la situation. Alors, pour continuer dans le rire, un responsable du Pentagone a dit hier ou avant-hier que leur opération était destinée à protéger la souveraineté de la Russie. C'est encore plus drôle. Ah bon ? C'est absolument... On se demande où vont chercher ça, ou dans le cynisme, ou dans un humour vraiment très, très, très recherché. Parce qu'évidemment, tout le but de cette guerre au niveau des États-Unis, c'est le vieux but qu'ils avaient, qui est en fait de démanteler la Russie. Et c'est si on n'a pas la clé de cette conception-là, de cette volonté-là, qui est une volonté sur plusieurs décennies stratégiques, eh bien, on n'arrive plus à très bien comprendre pourquoi aujourd'hui, entre escalade ou discussion de négociation, il peut y avoir cette situation. Sur le terrain, la bagarre continue. Malheureusement, la tragédie du monde russe, du massacre de Russes des deux côtés, continue. Les troupes russes avancent pour défendre Donetsk et arrêter les bombardements contre les civils de Donetsk qui durent depuis 2014, avec succès, mais avec prudence, et en montrant les limites des possibilités russes, c'est-à-dire notamment les limites démographiques de la Russie. C'est-à-dire quand la propagande d'ici raconte le fait que la Russie voudrait prendre toute l'Europe, etc., elle ne le peut pas d'un point de vue de population, tout simplement. Vous vous rendez compte, rien que pour qu'il y ait des troupes partout en Ukraine, assurer la sécurité de différentes régions de l'Ukraine qui pourtant demanderaient à retourner dans le giron russe jusqu'à Odessa, eh bien, il faudrait énormément de gens pour assurer l'administration, la fonction publique, le fonctionnement de toutes les institutions et de toutes les installations, plus des militaires. Mais ça, la Russie, elle n'a pas forcément les gens pour le faire. Quand on dit aujourd'hui
quelquefois j'entends justement des gens comprenant les positions russes, disant mais ils vont trop lentement, ils vont trop lentement. Alors Alexandre va nous expliquer pourquoi ils vont lentement. Ils économisent les hommes. Ils économisent les hommes, ils veulent être sûrs d'eux. Parce que contrairement à ce qu'on dit, les proxys ukrainiens ont beaucoup de drones, beaucoup d'armements, beaucoup de conseils, notamment par les satellites de l'OTAN. Et tout le problème est que justement, si ils se mettent à tirer avec des missiles à longue portée, il est évident qu'elles doivent être guidées par les satellites. Et oui, ça, et c'est Poutine pourquoi l'a dit, Poutine oui. dit attention, ça veut dire que c'est une guerre avec l'OTAN. Alors je ne sais pas ce qu'en pense Alexandre, je pense qu'on peut lui demander justement une explication de ça. Alors, peut-être d'abord une explication, et puis moi, sur Alexandre Artamonov, j'aimerais savoir un petit peu quelle est l'atmosphère et quelle est l'opinion, le sens, dans quel sens va l'opinion publique russe actuellement. Alexandre, est-ce que vous pouvez déjà répondre par rapport à ce que vous a demandé Dimitri de Koshko? Oui, je reçois 5 sur 5. Alors, pour faire écho un peu aux paroles de Dimitri, je dirais bien qu'il a parfaitement présenté la donne, que c'est un peu ce qui se passe sur le terrain, parce que c'est vrai qu'il y a une avance inexorable, peut-être un peu longue, mais tout de même continue de la part des troupes russes qui avancent pour de bon, enfin, qui ne sont peut-être pas très, très rapides, si je puis dire. C'est pas vraiment une guerre éclair comme on en faisait dans le temps, enfin, à l'époque napoléonienne peut-être, mais qu'il y a des raisons très fortes pour ne pas avancer trop rapidement. Enfin, là, de nouveau, je ne peux que vraiment corroborer et confirmer une fois de plus ce que Dimitri vient de dire. Et pour ce faire, je vous présenterai quand même quelques chiffres, disons, de la part des militaires. Oui. Voilà, donc la donne militaire, elle est très simple. Alors, voyez un peu combien y a-t-il de personnes, combien y a-t-il de militaires russes sur le front, enfin sur la vieille ligne de front, telle qu'elle a été avant que le front n'ait été élargi à 2 nouvelles régions, à 2 nouveaux districts qui ont été inclus dans la trajectoire du conflit, si je puis dire, façon de parler. Et donc, le front qui s'est organisé en 2022 était long d'à peu près 1200 km. Voilà, enfin, pour vous décrire cette courbe, parce qu'en fait, c'est une courbe, allant de la mer Noire et jusqu'à la région de Belgorod, eh bien, c'est 1200 km, ce qui est énorme quand même, comparé un peu à la superficie de la France et la distance entre, par exemple, Paris et Marseille, qui est quand même inférieure presque par 2 fois. Et donc, 1200 km avec une armée russe à l'époque, enfin, c'était au mois de mars, enfin, plus exactement au mois de février 2022, qui n'était forte que de 300 000 personnes. Alors, 300 000 personnes, même moins que ça, parce que là, j'essaie d'être objectif. Et en fait, les Russes ont toujours dit qu'il n'y en avait que 200 000, voire 250 000. Enfin là, je corrige quand même la donne compte tenu du fait, en rectifiant le tir, qu'il y avait également des milices de Lugansk et de Donetsk, ce qui nous ramène au nombre, à la quantité de 300, peut-être même de 350 000 personnes. À tout casser, eh bien, ils avaient non seulement à tenir le front, parce que telle a été la décision de la Russie, à attaquer, à soutenir la population de Donbass, mais à essayer d'avancer. C'est ce qui a été fait d'ailleurs. Parce qu'en fait, la Russie, je dirais pas conquis, parce que ce n'est pas le terme approprié, en tout cas pour une bouche russe, pour une langue russe, mais enfin, on dit entre Libéré. nous, enfin, libérer. Voilà, exactement. C'est le verbe exact pour les Russes. Alors, voyez-vous, donc il y a eu à peu près 14% du territoire ukrainien qui se retrouvait donc définitivement acquis à la cause russe et à l'État russe également, parce qu'en fait, ils ont rejoint 4 districts qui ont rejoint la Russie, et ceci avec une force qui a dû être agrandie tout en faisant la guerre. Alors maintenant, pour tenir le front de 1200 km avec une division qui tient à la ligne de 40 km et 1200 km de longueur au total, ça vous donne à peu près 600 000 personnes. 600 000 personnes en première ligne. Or, le front est quand même un système vivant, si je puis dire. C'est un organisme qui vit, qui respire, qui consomme. Et donc, il y a ces lignes de livraison, sa logistique. Voilà, deuxième ligne aussi, donc police militaire et qu'en sais-je encore. Ce qui nous donne un chiffre au total d'à peu près 900 000 personnes, enfin peut-être presque 1 million. Mais donc ce million-là, c'est tout ce que la Russie pouvait aligner il y a combien? Il y a à peu près 6 mois. Et à ce moment-là, Zelensky, ou plus exactement à mon sens, c'était Antonio Aguto, général américain qui a maintenant ses quartiers ici à Kiev, qui a décidé de rallonger le front d'à peu près 800 km. Voilà, donc pour 2 nouvelles régions, de Kursk et de Belgorod.
la région de Koursk est limitrophe par rapport à la frontière biélorusse. La Biélorussie n'est pas en jeu, n'est pas entrée en jeu, c'est-à-dire la Biélorussie est un pays neutre, bien qu'allié de la Russie, ça va de soi. Mais l'Ukraine ne fait pas la guerre à la Biélorussie, ni le contraire d'ailleurs. Et donc, de ce point de vue, il fallait que la Russie, enfin, vous comprenez bien, agrandisse ses troupes, et c'est vieux de juste 3 mois, moins que ça, d'à peu près 1 million de personnes. C'est-à-dire qu'il fallait que les Russes se retrouvent avec une armée forte d'au moins 2 millions de personnes. Alors, tandis que tout ce qu'on pouvait avoir, c'est 1 million de personnes. Alors, même s'il y a donc le moyen de se donner quand même, disons, de répondre à ces ambitions, il faut quand même un certain temps pour pouvoir le faire. Voilà, donc pour paraître au plus pressé, il y avait des appelés, enfin des conscrits qui ne devaient en principe pas entrer en guerre, parce que tel a été le bon vouloir de Poutine. Eh bien, ils ont été obligés de tenir le coup face à des troupes aguerries, à des troupes ukrainiennes qui ont attaqué la région de Koursk, qui en fait ont essayé à plusieurs reprises d'attaquer la région de Belgorod. Vous allez me dire, peut-être, enfin, qu'en sais-je, ils étaient dans leur droit parce qu'en fait, la Russie a attaqué l'Ukraine. Enfin, nous, on n'a pas ce genre de logique, on comprend très bien. Mais ceci dit, il y a eu quand même une tare très spéciale de la part donc, de l'armée russe, parce qu'en fait, les Russes n'ont pas préparé les lignes de défense. Enfin, les lignes de défense n'étaient pas prêtes, parce que la région de Koursk et la région de Belgorod n'étaient pas considérées comme deux régions faisant partie donc de la zone de conflit. Alors c'est un peu, si je puis dire, enfantin, parce que quand on fait la guerre à un pays, on doit être sûr et certain qu'il y aurait peut-être des coups tordus et que le front pourrait être élargi et patati patata, enfin j'en passe. Et donc quand même, encore une fois, à mon sens, en 2022, ça a été quand même une grande aventure que de commencer la guerre, enfin de lancer, d'amorcer la manœuvre, n'ayant pas vraiment tous les effectifs à l'appel. Et ce qui pour moi, en tout cas, est une preuve tout à fait flagrante que la Russie n'y était pas préparée, ne voulait pas la guerre, a été obligée de la faire parce qu'en fait, elle voyait que les troupes des deux régions, de Lugansk et de Donetsk, en l'occurrence, étaient décimées et que la population civile en pâtissait énormément et était sur le point de lâcher prise, de se faire, disons, complètement engloutir par l'armée ukrainienne. Donc maintenant, et puis, excuse-moi, et puis simplement qu'il y allait y avoir un lancement d'une opération de nettoyage ethnique dans le Donbass, dont l'OTAN a parlé et dont l'OSCE a rendu compte en disant les préparations d'artillerie dès le 13 février. Affirmatif, mon cher Dimitri, je voulais juste dire que bon, quand même, il faut présenter, enfin, il faut appeler un chat un chat. Donc, dans la région de Koursk, il y a eu plus d'un millier de kilomètres carrés qui se sont retrouvés sous le contrôle des troupes de Zelensky. Enfin, nous autres en Russie, on ne dit plus président d'Ukraine parce qu'en fait, selon nous, il n'a pas eu son mandat confirmé. Il n'y a eu pas d'élection présidentielle. Donc, qui n'ont pas été lancés, enfin, Ukraine disant qu'ils étaient en guerre, donc ils ne pouvaient pas organiser les présidentielles en bonne et due forme, mais quand même, donc, pour nous, il n'est plus un président ni légal ni légitime, parce qu'en fait, les Ukrainiens ne sont pas tellement chauds à faire la guerre. Enfin, si on comprend bien les sondages qui ont été réalisés, y compris par des médias occidentaux. Mais ceci dit, les Ukrainiens disent très souvent qu'ils se retrouvent à court d'effectifs, enfin disons de militaires. Nous, on ne le voit pas du tout. On ne le voit pas de cet œil parce qu'on voit bien que les Ukrainiens tiennent le coup dans les régions de Koursk, qui est le territoire russe par excellence, qui n'a jamais été le territoire de litige, donc un territoire russe internationalement reconnu, donc maintenant acquis par Zelensky pour faire peut-être, enfin c'est un peu sa logique si on comprend bien, l'échange avec les territoires se retrouvant sous le contrôle russe. Enfin, nous, on ne va pas le reconnaître parce qu'en fait, Vladimir Poutine a dit qu'il n'allait pas marchander à la terre. Et les Russes sont solidaires de cette prise de position. Enfin, il y aura aucun pourparler tant que la région de Koursk sera occupée par les troupes ukrainiennes. Et c'est un peu la logique qui a été confirmée par Shoigu, enfin, M. Shoigu, qui est maintenant chef du Conseil d'État, donc qui avant était ministre de la Défense, de sécurité, voilà, du Conseil de sécurité. Absolument. Merci Dimitri de rectifier le tir. Et donc, c'est Lara. Non, mais Dimitri connaît le maîtrise sur le bout de doigt. Hein. Ouais. Mais ceci dit, donc, quand même, on se demande, on se creuse un peu donc, le ménage, en se demandant, mais pourquoi aurait-on des pourparlers, même si la région de Koursk est libérée,
tant que les objectifs fixés par Poutine ne seraient pas atteints. Parce que les objectifs tels qu'ils étaient fixés, et les Russes restent toujours solidaires donc, de cette prise de position du président, eh bien, c'est de, comme on dit, dénazifier l'Ukraine et en fait la démilitariser. Alors, démilitariser l'Ukraine, pour nous, rime un peu donc à la retrouver neutre, sans armement. Enfin là, enfin, toutes les critiques sont bonnes, mais je présente les choses telles qu'elles sont vécues et connues par les Russes. Et donc dénazifier, c'est-à-dire la priver de cette donne qui est vraiment en Asie, parce qu'il y a des croix gammées au bout de champ. Il y a la logique donc, de carnage général à lancer contre les Russes. Et ça crève les yeux par son évidence, parce qu'on n'avait qu'à regarder donc, les canaux publics ukrainiens, les chaînes. Artamonov, on a déjà pas mal évoqué ce genre de sujet sur la dénazification. Ça fait 2 ans que ça dure, cette guerre, quand même. Hein. Je vais faire la remarque, s'il faut que je me fasse un peu l'avocat du diable. Oui, mais j'aimerais quand même qu'on avance un peu dans ces échanges et que vous répondiez sur un sujet où je trouve qu'il y a un point aveugle, même chez ceux qui développent une information alternative dans nos milieux. C'est l'état de l'opinion publique russe, parce que c'est bien beau de dire qu'elle est solidaire de Vladimir Poutine. Ça fait 2 ans que ça dure. Il y a quand même si le nombre de morts russes a probablement été très surestimé par la partie ukrainienne, néanmoins, il y a beaucoup de morts. Néanmoins, ça fait 2 ans que ça dure. Est-ce que, comme on peut l'entendre parfois sur les réseaux russes, il y a quand même un immense ras-le-bol de l'opinion publique russe, de certains membres peut-être aussi des états-majors ou de la vie politique russe qui pourrait amener Poutine, parce qu'on nous dit toujours Poutine a des nerfs d'acier. On l'a compris depuis le temps, avec toutes les provocations. Néanmoins, il peut y avoir éventuellement une goutte qui fait déborder le vase. Et est-ce que ce qui se passe actuellement pourrait aboutir à un affermissement de la position de Poutine et au-delà même de son affermissement de la position, d'engagement de nouveaux moyens militaires pour qu'une bonne fois pour toutes, cette guerre cesse. Ou bien, parce qu'on nous parle de guerre d'attrition, mais quand même, ça dure depuis un moment. Est-ce que l'opinion publique est en train de varier par rapport à ce qu'elle était non pas qu'elle le soutienne moins, Poutine, c'est pas nécessairement le sujet, mais est-ce qu'elle ne demande pas à ce que Poutine aille un peu plus loin aujourd'hui? Vous savez, force m'est de constater que ce n'est absolument pas le cas, hein, parce qu'en fait, les Russes restent toujours solidaires. Et je ne parle pas en propagandiste kremlinois ni quoi que ce soit, mais comme je suis presque incorporé dans l'effectif donc des troupes russes, enfin en tout cas, j'ai visité la ligne de front par 5 fois de suite, et qui plus est, donc je travaille beaucoup avec les vœux, membres de famille, enfin les gens qui se retrouvent dans les hôpitaux militaires, donc il n'y a absolument pas de levée de bouclier, donc pas d'agacement. Il y a plus exactement une certaine anxiété que donc le pouvoir suprême peut-être collabore un peu trop avec les Occidentaux. Ça, c'est parfaitement généralisé. Enfin, les Russes en demandent plus. Ils disent, enfin, on pourrait peut-être attaquer les Ukrainiens avec toutes les armes que l'on a. Donc, la donne nucléaire se retrouve aussi sur le tapis parce que ce qui est très populaire, via les chaînes de télévision russes, enfin, autres moyens de transmission d'informations, que ce soit donc canaux publics, donc Telegram, sources russes, donc très, très, très dans le vent, si je peux dire, très utilisées. Eh bien, il faudrait peut-être donc mettre vraiment, comme on dit, toute la sauce et attaquer aussi donc à coup d'armes nucléaires pour en finir avec le conflit. C'est ce qu'on entend un peu partout. Je voyage Voilà, beaucoup c'est ce que je voulais dire. dans l'Oural, donc en Sibérie, outre-fond de Sibérie, partout, et que, enfin, vous dites peut-être, enfin, ça, je n'en sais rien, vous présentez les choses de façon, à mon sens, très objective, mais que donc il y aurait peut-être donc ce certain ras-le-bol. Moi, je ne l'ai pas senti. Hein. Attention, j'étais même à côté du lac de Baïkal, ce qui est quand même à des milliers de kilomètres de Moscou, du pareil eux-mêmes. Est-ce que Donc, vouloir des mesures plus radicales ne traduit pas un certain ras-le-bol, Alexandre Artamonov, quand même? Je dirais un ras-le-bol donc de cette avance lente. Oui, c'est Et ça. je dirais bien, donc, parfois les gens ne comprennent pas la raison pourquoi ça se passe donc aussi piano. Oui. Et donc, Ça. l'explication est bien simple. Une fois plus, je crois que Dimitri de Kochko l'a présenté de façon tout à fait explicite. On se tue à répéter donc à de bonnes gens, à présenter un peu les choses, que d'abord, il ne faudrait pas donc aller au feu parce que le feu, ça tue.
Parce que, enfin, on l'a compris lors de la Première Guerre mondiale, guerre 14 et 18. Alors, une fois de plus, certaines personnes ne le comprennent pas, même au XXIe siècle. Ils disent, enfin, nous, on est prêt à massacrer nos vies, mais pourvu donc que ça finisse. On voudrait bien entrer à Kiev, donc conquérir Kiev. On leur répond que, de toute façon, il faut ménager la population locale. Et là, de nouveau, je fais écho aux paroles, enfin, à propos de Dimitri. Parce qu'en fait, c'est un argument que j'utilise très souvent moi-même en disant, mais c'est pas vous, les grands Russiens, qui allez habiter les steppes ukrainiennes. Alors déjà, la population locale, il faut aussi l'aménager. Il y a des gens, il y a des hommes, il y a ces êtres humains, et qui plus est, il faut bien qu'ils vivent après la guerre, qu'ils soient ukrainiens, qu'ils soient russes, quel que soit le camp qu'ils choisissent, il ne faudrait pas que ce soit désert. Déjà ça. Donc, mais on peut dire que c'est aussi la logique quand même officielle. Merci Euh, Alexandre. On va, si vous le voulez bien, maintenant donner droit à la parole et au questionnement de l'ensemble des personnes qui sont soit sur le plateau, soit en distanciel. D'abord Lara, ensuite Raphaël et après Dimitri. Lara Est-ce que- Stam. Alexandre, est-ce qu'il n'y a pas par moment, face à toutes ces provocations que l'Occident fait depuis des 2 ans face à la Russie, est-ce qu'il n'y a pas à un moment une demande aussi de l'opinion de dire allez frapper l'Occident? C'est pas l'Ukraine en fait le truc. L'Ukraine elle est juste un proxy et que derrière il y a Paris, il y a Berlin, il y a voilà cet aspect-là. Faut que, à mon avis, faut comprendre. Est-ce qu'on va pas arriver à cette solution-là à un moment? C'est ma question. Bien visé là, vraiment en plein dans le mille à mon sens, parce que en fait, c'est un peu ce que j'entends tous les jours à tout bout de champ et qui plus est. Donc, moi, je me fais très souvent chantre de cette ligne que vous venez déposer juste pour l'expliciter. Je dis pas que vous ralliez la cause, enfin, la bannière, vous êtes là pour présenter un peu comment vous voyez les choses. Alors, à mon sens, déjà, c'est une logique qui est saine. Je parle à titre subjectif, parce qu'en fait, c'est pas les Ukrainiens qui fabriquent leurs armements, en fait. Ils n'ont Mm. pas d'armement. Il y a certains débris, enfin, certains vestiges peut-être du système soviétique, mais qui sont tout à fait négligeables. Il y a que des armements de fabrication, de production française, allemande, américaine, dans la plupart des cas. D'ailleurs, Qui tue des l'obusier Russes César aujourd'hui. Oui. et des armements russes, mais enfin, il y en a de moins en moins parce qu'en fait, les Ukrainiens ne peuvent pas se ravitailler en calibre 152, les canons russes tirant avec les obus de calibre 152. Les calibres, pour l'OTAN, c'est 155 comme calibre, hein. Et donc, il y a quand même une différence. Mais ceci dit, oui, les gens voudraient bien, mais que le Kremlin donc répète tout le temps que d'abord faire la guerre à l'Occident et puis attaquer, faire venir les troupes, enfin pousser les troupes jusqu'à Berlin, quand c'est encore jusqu'à Paris, déjà ce n'est pas raisonnable. Et puis il y a plus de 60 pays en face de la Russie. Il n'y en a pas 32, attention. Il y en a plus de 60. Pourquoi? Parce qu'il y a 32 pays de l'OTAN, déjà d'une. D'autre part, il y a 18 pays jouissant du statut très spécial de MNNA, Major Non NATO Ally en anglais, donc alliés de l'OTAN, non membres de l'OTAN. Disons, c'est presque symétrique par rapport au statut du membre de l'OTAN, du membre otanien. Ça vous permet d'avoir des armements américains, même sans accord, sans aval du Congrès américain, juste avec la signature du président. Il y a aussi 16 pays qui s'alignent sur les pays de MNNA qui voudraient bien bénéficier de ce statut. Donc il y en a au total à peu près 60. La Russie fait cavalier seul, sans tenir compte bien sûr de l'alliance avec l'Iran, avec la Corée du Nord et quelques autres contrées et pays. Donc, disons, ça leur dit un peu quand même la donne. Et donc, il y a quand même une opinion, enfin un point de vue qui me paraît vraiment tenir la route en tout cas, hein. C'est que comme les Américains se réfugient très souvent donc sous ce label proxy, enfin la guerre proxy, donc un peu donc la guerre qui est menée par d'autres, eh bien, les Russes pourraient très bien donc faire la même chose, c'est-à-dire peut-être s'attirer les bonnes grâces certaines nations, certains pays peut-être donc qui ont souffert donc des Américains, et puis s'organiser de la sorte que, je sais pas moi, les gens de l'Asie trouvent quelque part un missile hypersonique qu'ils auraient déterré donc à côté de leur. Ils pourraient très bien l'utiliser contre un porte-avions américain. Aïe. Rien, rien que pour faire plaisir aux Américains, qui par exemple s'attaquent à Belgorod, où il y a eu quand même plus de 60 enfants de péri, enfin de morts, lorsqu'ils étaient en train de fêter leur sapin de Noël. Et ça a été une décision qui a été prise par le général américain. On le sait très bien, Yu Aguto.
Voilà, c'est comme ça que ça se passait. Donc, il y a vraiment de la scène logique, à mon sens, dans votre question, et c'est sur le point, peut-être c'est en gestation. Oui, je vois lever votre petit doigt, donc j'arrête de... Voilà, mais parce que j'aimerais que tout le monde puisse poser au moins une question. Raphaël Beslu, une question à Alexandre Artamonov, s'il te plaît. Alors, ce serait pas forcément une question parce que je vais laisser rapidement le temps de parole restant pour les invités. C'est juste apporter une information complémentaire étant donné qu'on parle de pourparlers, aussi de guerre par proxy et de guerre directe. On parle souvent de la guerre sur le front. On a parlé des sanctions économiques, mais là, une information qui est très peu relayée sur les médias, mais c'est une loi, des nouvelles sanctions américaines qui sont entrées en vigueur depuis le 12 septembre, sont des sanctions technologiques qui montrent encore une fois une séparation radicale et c'est un point de non-retour jusqu'au bout, hein, que ce soit sur le terrain militaire, mais le terrain économique et aussi technologique. On a donc des nouvelles sanctions américaines qui veulent vraiment saboter le développement des entreprises russes et aussi l'accès à certaines technologies. Donc on a Google qui a bloqué l'enregistrement des nouveaux comptes. Les Russes ne peuvent plus utiliser AdSense. Microsoft a déconnecté les utilisateurs russes de son service de cloud. On a le géant informatique qui s'appelle Atlassian, qui développe des programmes comme Jira, Trello, Confluence, qui sont sortis du marché russe. On a la messagerie d'entreprise Slack, on a les services de gestion de projet Notion, Miro, et aussi un système de conception technique qui s'appelle AutoCAD, développé par Autodesk, qui, c'est bon, sont sortis officiellement du marché russe, et ce sont des sanctions américaines. Donc, évidemment, il y a les guerres par proxy, mais on peut aussi observer une guerre directe et totale en face à face, et notamment les fameuses sanctions américaines. Et là, depuis le 12 septembre, on a une nouvelle séparation sur le plan technologique qui va forcer la Russie, en fait, à couper tous les contacts avec l'Occident en général et devoir trouver ses propres moyens pour pouvoir compenser ces sabotages techniques et créer encore une fois, évidemment, une frontière qui ne pourra jamais être dépassée. Donc, les tentatives de pourparler, même les développements entre l'Occident et ce qu'on appelle le Sud global et les BRICS, semblent plus évidents que jamais. Merci pour ces très précieux commentaires, Raphaël. Dimitri. Pour continuer sur ce qu'a dit Raphaël, il y a effectivement une réaction de Poutine quand Dourov a été arrêté ici, le président de Telegram, en France. Fondateur. Quand il a été arrêté, il a tout de suite réagi en disant « Il faut absolument que nous élaborions une messagerie de type Telegram, mais purement russe ». La conséquence, c'est que, un peu comme ce qui s'est passé avec le SWIFT bancaire, les Russes peuvent monter un système à eux, c'est-à-dire que d'un certain point de vue, ça les renforce, comme la plupart des guillemets sanctions anti-russes, mais bien évidemment, ça nous coupe, nous, des Russes. Et ça, c'est bien plus grave pour nous. Quand ils vont arrêter justement les messageries de type Telegram, WhatsApp, etc., nous, on aura beaucoup plus de mal pour arriver à entrer en contact avec nos amis russes. Et c'est sans doute ce que veulent les Américains pour éviter que des négociations d'un cessez-le-feu éventuel, que les Russes accepteraient ou pas, pourraient effectivement mener au fait que l'Europe retourne voir les Russes en demandant redonnez-nous du gaz quand même à prix normal, parce que vu notre situation économique, c'est nous qui payons tout. On est obligé de payer 4 fois plus cher le gaz des Américains. Et puis le pétrole russe, on est obligé de l'acheter par l'Inde, donc on paye aussi 2 à 3 fois plus cher. Alors ça, les Américains veulent l'éviter à tout prix parce que la seule victoire qu'ils ont remportée dans cette guerre qu'ils ont faite par l'intermédiaire des Ukrainiens, c'est de couper l'Europe occidentale de la Russie. Des énergies. Et puis évidemment de nous refiler leur gaz, etc. Mais alors maintenant, il y a aussi juste un élément, si je peux le rajouter. Juste un petit élément, et qui est ce qu'a dit Alexandre Artamonov. Il y a aussi une évolution, compte tenu de tout ce qu'il a dit sur le plan militaire notamment, il y a aussi une évolution sociologique et économique de la Russie. Il y a incontestablement, et ça Poutine en était très conscient, c'est une évolution qu'on a vue depuis Prigojine. Prigojine a exprimé exactement un certain mécontentement, notamment par rapport à une certaine corruption, une certaine incompétence au niveau même de l'état-major et du ministère de la Défense. 1 an plus tard, après Prigojine, Poutine nomme Belousov comme ministre de la Défense. Et ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses parce qu'il a commencé à faire le ménage. Le ménage, on le voit ailleurs, dans beaucoup d'institutions, beaucoup de gouvernements, puisqu'il y a des gouverneurs dans les régions, récemment avec des élections. Oui. Mais en revanche, la résistance de la 5e colonne, elle est très forte. Hier encore, la Banque de Russie a augmenté le taux directeur à 19%.
Ce qui veut dire que ça neutralise toute une partie de la croissance ou de l'activité économique qui est pourtant très intense en Russie aujourd'hui. Ce qui veut dire aussi que ça empêche la formation d'une petite bourgeoisie nationale, alors que celle qui existe en Russie, c'est une bourgeoisie comprador qui est évidemment issue des années 90 et qui était tout au service des Américains, puisqu'elle dépendait de la zone dollar. Très compliqué, on refait une émission là-dessus si vous voulez. Dimitri, merci. On verra quand on fera une émission. On en fera une certainement sur GPTV, sur une matinale. Vous avez 1 minute 30 de conclusion, mon cher Alexandre, après quoi nous devons rendre l'antenne. Eh bien, à mon sens, Dimitri, enfin, je lui rends raison, a bien présenté les choses, aussi bien que Raphaël. La Russie est en train de s'organiser de façon parfaitement différente à ce que ça a été avant. Pour ce qui est de la logique américaine, je dirais que même si le continent européen périssait dans les flammes, les Américains s'en trouveraient bien à l'aise. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est un peu voir de nouveau la fuite des cerveaux, que ce soit des cerveaux français ou allemands ou russes ou autres, chez eux, et puis faire en sorte que l'économie, le centre de l'économie mondiale se retrouve en Californie, et donc sur le pourtour du Pacifique. Alors, nous autres Européens, nous ne les intéressons absolument pas. Et donc, de ce point de vue, la Russie, en tout cas, c'est l'opinion un peu générale en Russie. La Russie combat aussi bien pour la civilisation européenne que pour elle-même. Peut-être que les pays faisant partie de l'OTAN ne le comprennent pas, ne perçoivent pas les choses de cette façon, mais c'est un peu ce que les Russes pensent. Aussi bien que les Hongrois, d'ailleurs, parce que les Hongrois ont bien compris la chose. Alors, je suis en train de clôturer juste pour dire que j'espère quand même qu'il y aurait... 30 secondes. Qu'il y aura des pourparlers, voilà, même sans conditionner de presse, mais que ce ne sera pas suivant les clauses d'un Zelensky ou d'un Biden ou enfin celui qui prendra la relève à Washington. Voilà, je l'appelle de mes voeux pourvu que ce soit comme ça parce que ça va mettre fin quand même à une guerre qui apporte beaucoup de victimes de deux côtés du front. Merci beaucoup Alexandre Artamonov. Je vous remercie tous autour de cette table, que ce soit Lara Stam ou Dimitri Tkochko. À distance, Raphaël Beslu, évidemment. À Alexandre Artamonov, un grand merci et à très bientôt. On fera appel à la qualité de votre expertise le plus souvent possible et je pense que ce sera nécessaire dans les semaines et les mois qui viennent. Grand merci évidemment toujours à notre technicienne tant aimée Virginie et puis évidemment Patrice que nous aimons, chérissons énormément aussi, notre bénévole. C'est le moment de vous quitter, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour laisser la place en majesté. Il était en studio depuis un moment d'ailleurs, et en partant, je crois, après, en province, à notre ami, Mike Borowski pour son libre journal des controverses. Merci, chers auditeurs, de cette écoute, et à très bientôt sur Radio Courtoisie.